Donc on va commencer. Donc ce que je disais un peu tout à l'heure, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder vraiment l'immobilier non professionnel, donc comment gérer et optimiser les revenus. Et il y a 3 points que je souhaite aborder avec vous. J'espère qu'on aura le temps de tout finaliser. Donc la première question, c'est quand je fais un investissement immobilier, est-ce que je choisis le régime de l'impôt sur le revenu ou le régime de l'impôt sur les sociétés? Quel est l'impact au niveau de la détention et à terme, quel est l'impact au niveau de la cession des biens? Ensuite, regarder la détention d'une résidence secondaire via une société holding, avantages et contraintes. Et ensuite, bien préparer son dossier de crédit, donc présentation d'un nouveau service de rédaction de notes de crédit. Ici, à titre liminaire, les sujets donc, qui ne sont pas abordés, donc, ce sont les produits de défiscalisation immobilière, parce que personnellement, je ne suis pas favorable. Je ne suis pas favorable, je vous explique en 2 mots. Au lieu de payer 100 un bien, vous payez 140 parce qu'il faut payer tous les prestataires. Vous êtes coincé avec des loyers qui sont relativement bas. Vous avez quand même un crédit qui est important. Et en fait, les échéances de crédit ne sont pas couvertes par les loyers. Et même si vous avez une réduction d'impôt, vous avez un effort de trésorerie. L'effort de trésorerie, c'est que en fait, vous devez décaisser de l'argent de votre poche pour pouvoir financer le bien. Et en plus, aujourd'hui, avec les réglementations sur les taux d'endettement et l'accès au crédit, ça vient vraiment vous grever votre taux d'endettement et ça vous empêche de pouvoir aller vers d'autres investissements qui peuvent être plus rentables. Les sujets donc non abordés, c'est la location meublée et les cotisations sociales, parce que ça a changé récemment. On a reçu une note précisant les nouvelles cotisations sociales il y a 2 jours. Donc je ne l'ai pas abordé et c'est un sujet à part entière. Donc ici, par rapport à quel est le choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur le revenu, alors oui, c'était le B. C'est quand on achète un bien immobilier, on peut l'acheter soit en direct, soit au travers d'une société civile, en l'occurrence. Ou alors, ça peut être également une SARL de famille qui opte pour l'IR ou qui peut opter pour l'IS. Donc, moi je suis dans le cas d'une SCI. La SCI, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire une SCI? C'est qu'en fait, on va pouvoir organiser via la rédaction des statuts et via la répartition du capital social entre les différents associés, finalement, soit une organisation et une détention à plusieurs personnes, ou alors la détention d'un patrimoine immobilier au sein d'une famille. Donc soit ça peut être au moment de la constitution, je donne des parts en pleine propriété ou en démembrement de propriété à mes enfants, ou alors ça peut être également en cours de route, en cours de vie, je peux très bien transmettre la nue propriété de quelque part, de tout ou partie des parts sociales à mes enfants. Donc ça, c'est vraiment, ça permet également d'anticiper la transmission du patrimoine, du patrimoine qui peut être plus ou moins élevé parce qu'en fonction de la composition des biens qui sont dans la SCI, à l'actif, j'ai mon bien immobilier et au passif, je peux soit avoir des comptes courants d'associés, soit un crédit. Et en fonction du montant du capital social, la valeur de la SCI peut être relativement faible. Même si elle détient un actif, il y a un passif, ma société peut être, je dis n'importe quoi, peut être valorisée 1 000 €. Donc dans ces cas-là, je peux 1 000 € ou 5 000, 10 000 en fonction du moment qu'on décide pour transmettre les parts. Donc, oui. Allez-y. Donc justement, il vaut mieux
beaucoup de passifs. Oui, oui. Parce que du coup, la valeur de la société est plus faible. Et après, quand on constitue une SCI, même si par exemple on a un bien immobilier, bon, je déborde un peu, mais parce qu'on peut aussi apporter un bien immobilier, donc dans ces cas-là, j'ai un capital social qui est élevé. Si j'apporte un bien immobilier, je suis rémunérée par des parts et mon capital social est très élevé. Donc là, par exemple, on apporte une maison à 240 000 parce que je suis déjà propriétaire du bien et que je veux organiser à un moment donné, anticiper la transmission. Mon capital social sera de 240 000, donc la valeur des parts de la société sera de 240. Sauf si à un moment donné, je décide de faire une vente à moi-même. Donc dans ces cas-là, c'est encore un autre schéma. J'ai ma maison qui est payée, je veux rendre plus liquide mon patrimoine, je vends mon bien immobilier à une SCI que je constitue. Pour que la banque accepte, en règle générale, c'est 30% d'apport. Donc en fait, on peut récupérer à un moment donné 60% du prix de vente. La SCI repart dans un crédit. Vous, les 30% d'apport, vous les mettez en compte courant d'associé. Et donc dans ces cas-là, la valeur de la société est faible. Moi, je n'ai pas tout saisi. Oui, mais après, je suis allée un peu loin. Oui. Vous voulez... Après, ça intéresse tout le monde. Mais parce que vous avez parlé de transmission. Oui. Quel intérêt de faire une transmission via une SCI ou via donation pleine propriété? Alors, on fait tourner le compteur des 150. Alors, en fait, ça dépend de chaque situation. Ça dépend de l'âge que vous avez, le nombre d'enfants que vous avez, si vous voulez transmettre en pleine propriété ou en nue propriété. Est-ce que vous avez d'autres revenus à côté qui vont vous permettre de pouvoir assurer un revenu confortable une fois que vous serez à la retraite? Parce que si vous donnez la pleine propriété, vos enfants récupèrent les loyers. Après, il faut savoir si le bien il est commun ou est-ce qu'il est propre. Est-ce que les deux parents peuvent donner ensemble? Donc je divise mes abattements. Est-ce que je donne en nue propriété? Je redivise encore le montant et je peux transmettre un bien en quasi-exonération de... Donc, par exemple, 4 enfants, avec un apport du couple de moitié de chacun. Oui. Éviter l'impôt. Les droits. Les droits de donation. Droits de donation. Oui. Donner tout en pleine propriété. Est-ce qu'on a intérêt à partir sur une SCI? Et pourquoi est-ce que vous... Parce que là, vous faites tourner aussi le compteur de la donation. Oui. Mais je fais tourner le compteur sur pas grand-chose. Ça dépend de la valeur. Si on part sur un bien de 800 000, par exemple. 800 000 ici. Je ne sais pas si c'est des questions qui vous intéressent. Bon, on dépasse un petit peu le sujet, mais bon, ici, je fais 800 000. Attendez, celui-là ne marche pas très bien. 800 000. C'est un bien commun. Donc j'ai ici 2 donateurs, papa, maman. Ça fait 400. J'ai 4 enfants. Donc je donne déjà 100 000 à chacun. Si je donne en pleine propriété, donc l'abattement il est de 100 000. Donc là, 100 et 100. Donc là déjà vous donnez gratuitement le bien en pleine propriété. Et ensuite, si vous donnez de la nue propriété, j'ai encore un abattement en fonction de la valeur fiscale de l'usufruit. Plus vous êtes plus vous êtes âgé, pardon, mais ça me concerne aussi, je prends de l'âge, plus on est âgé et plus la valeur fiscale de l'usufruit diminue. Et donc la valeur fiscale de la nue propriété augmente. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'âge auquel je donne, je peux ici avoir un abattement soit de 50%, 40%,
ou 30%. Donc ça veut dire que là, ici, si j'ai... alors attendez, parce que je ne suis pas bonne en calcul mental. Si j'ai un abattement de 40, donc ça veut dire que mon assiette fiscale, elle est de 60. Bonjour monsieur. Donc ça veut dire que j'ai encore un reste de 40 000 euros dans mon abattement en ligne directe. Pourquoi? Parce qu'il y a 32 000 de Sarkozy. Non, non, c'est pas la même chose. Sarkozy, c'est un don manuel. Oui, mais vous donnez un don. Non, vous donnez un bien immobilier. Ah, ok, ouais, d'accord. Ouais, c'est déjà pas mal là, quand même, comme avantage. Mais le don Sarkozy ne fonctionne pas. Aussi, comment si vous faites des travaux, vous donnez Oui. un manuel pour financer les travaux de vos enfants. Oui. Oui. Après, si vous faites un don manuel et que il faut... Attendez, parce que je ne veux pas être embêtée. Il faut que ici la donation soit réelle. Il faut qu'il y ait une réelle intention libérale. Sinon, c'est une donation déguisée. Il faut partir par une SCI ou... Ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de vos objectifs. Je ne peux pas... L'objectif fiscal. Ici, vous voyez que l'objectif fiscal, il est rempli. Après, est-ce que vous voulez donner en pleine propriété ou en démembrement? Pourquoi est-ce que vous voulez donner en pleine propriété? Pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas sur une donation en démembrement? Quel est l'usage de cette société, de ce bien immobilier? Il y a 1000 questions et en fait, chaque réponse est différente. L'impôt sur le revenu, c'est le régime qui s'applique de plein droit, à défaut d'option. J'achète un bien immobilier au travers d'une SCI. Si je ne dis rien, elle est à l'IR. Je peux opter pour l'IS. Et également, si par exemple la SCI détient un bien immobilier qui est loué en meublé, je suis obligatoirement obligée de passer par l'IS. Parce que la SCI à l'IR ne peut pas avoir, est par nature civile, elle ne peut pas avoir une activité dite commerciale d'un point de vue civil. Donc, qui sont imposables? Les associés personnes physiques, à proportion de leurs droits. Ça, c'est bon pour tout le monde. J'ai une SCI, j'ai des associés. S'il y a des revenus, là en l'occurrence fonciers, chaque associé va être imposable en fonction de la quote-part qu'il détient dans le capital. Exception si je suis dans un cas de démembrement de propriété et que les parents usufruitiers, c'est eux qui vont avoir la charge de l'impôt puisque c'est eux qui ont les revenus. Alors, ici, c'est quelles sont les charges déductibles? Parce qu'en fait, si vous voulez, toute la question de la comparaison entre l'IS et l'IR, c'est quelle est mon assiette taxable et quel est le taux. L'assiette taxable, c'est qu'est-ce que je vais taxer. Donc, j'ai mes revenus moins toutes les charges. Et en fonction du régime fiscal où je suis, donc impôt sur le revenu ou impôt sur l'IS, il y a des charges que je peux déduire à l'IS, mais pas à l'IR. Quand je suis à l'IR, je ne peux pas déduire les frais de notaire, je ne peux pas déduire les frais d'acte et d'enregistrement, les droits d'enregistrement, je ne peux pas déduire la CET, la taxe sur les bureaux, locaux commerciaux, et je ne peux pas non plus déduire certaines dépenses de construction, de remplacement d'un composant. Et la plus grande différence également, c'est que ici, je ne peux pas procéder à l'amortissement du bien immobilier. En gros, j'ai mes revenus fonciers, je peux déduire les intérêts d'emprunt. Donc pendant très longtemps, pendant un certain temps, les intérêts d'emprunt, ils étaient à 0,85, 1,50, donc c'était pas grand-chose. Maintenant, on revient à un taux un peu plus élevé, mais ça reste quand même ridicule. Donc ça veut dire que moi, mon assiette taxable, elle est très importante. J'ai les taxes ordures ménagères, des petites charges, je peux avoir des charges de
des charges locatives en fonction de est-ce que ça revient au locataire ou c'est moi qui les prends en charge, mais il n'y a pas de un gros poste de dépenses déductibles, sauf dans certains cas les travaux. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand moi, par exemple, je visitais quand même pas mal de biens où il y avait des travaux, l'agent immobilier me disait bah, ça c'est super parce que vous allez pouvoir faire un déficit qui va venir s'imputer sur votre revenu global. Mais moi, j'ai toujours dit, mais moi, ce n'est pas ça ce qui m'intéresse parce que moi, ça va me coûter un effort de trésorerie. Et je peux très bien être à l'IS et ce sera quand même toujours, enfin, à mon sens, plus avantageux. Donc voilà, ça c'est les règles un petit peu de détermination, quelles sont les charges déductibles, et on voit qu'elles sont limitées. Donc quel est le taux? Donc on a compris, hein, la fiscalité c'est un régime fiscal, une assiette, qu'est-ce que je taxe, et un taux. Le taux c'est une fois que j'ai mes revenus fonciers. Mes revenus fonciers vont être taxés à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Donc quand on est jeune et qu'on a une TMI, une tranche marginale d'imposition à 11%, ça va. Mais quand on a une tranche à 30%, si je rajoute les prélèvements sociaux à 17,2%, je suis déjà à 47,2%, donc pratiquement 50%. Je ne parle même pas de la situation où je suis à 47,2%, à 45%. Ça, c'est vraiment comment ne pas gagner d'argent. Ensuite, comment sont traités les déficits? Donc les déficits, c'est quand mes revenus fonciers sont, quand mes revenus locatifs ne couvrent pas les charges, dont notamment quand il y a eu des travaux. Il faut distinguer, le calcul est assez complexe, déterminer si c'est un déficit foncier qui va être imputable sur les revenus fonciers des années ultérieures. Quand il y a eu en 2018 le prélèvement à la source, comme on a jonglé sur 2 années, il y a eu un dispositif fiscal qui permettait en fait de multiplier par 1,5 ou 2 le montant des travaux effectifs réalisés, parce qu'on avait très peur qu'il y ait un blocage et que plus personne ne fasse des travaux. Donc à ce moment-là, ça pouvait être intéressant parce qu'on gonflait le montant des travaux et là, dans ces cas-là, ça pouvait être imputable sur le revenu global. On est d'accord ? Donc ça, c'est comment sont traités les déficits. Après, c'est vraiment en fonction de chaque projet, ça c'est la conclusion à laquelle je vais aboutir, en fonction de chaque projet, on va regarder quelle est la solution la plus optimum, parce qu'en fonction du bien que j'achète, le prix que ça va coûter, le montant des travaux, le montant que j'espère louer, est-ce que moi c'est un investissement patrimonial, est-ce que c'est un investissement de rendement, est-ce que c'est un achat de achat-revente, est-ce que j'achète un bien qui est très sous-valorisé, par exemple j'achète un bien peu cher à Dunkerque il y a 10 ans. Pardon ? Maintenant, c'est très cher, oui. Ah ben vous allez voir, c'est Malo-les-Bains, la note de crédit. Et que j'ai une perspective d'augmentation. J'imagine que mon bien va prendre énormément de valeur. Peut-être que l'impôt sur le revenu peut être un peu plus intéressant. Mais c'est vraiment au cas par cas. Oui, allez-y. Non. En année N, je constate un déficit. Donc ici, c'est un déficit qui va être un déficit foncier qui pourra être imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Donc 3 ans plus tard, vous avez fait beaucoup de travaux, vous avez beaucoup de revenus fonciers, vous avez cette cagnotte quelque part qui vous permet de déficit, qui vous permet de ne pas payer d'impôts ou de réduire l'assiette.
Mais attention, quand vous faites ça, et si il y a des travaux, un déficit qui peut s'imputer sur le revenu global, si vous le faites, donc c'est limité à 10 700 € par an, vous n'avez pas le droit de revendre le bien dans les 3 ans qui suivent la déduction sur le revenu global. C'est sur le revenu global ou c'est sur Ah bah ça va dépendre. les revenus locatifs? Alors on peut avoir les deux. Ah oui. Ça va dépendre de la nature des dépenses. Et si c'est des dépenses d'amélioration et de rénovation? Alors là, de mémoire, il y a certaines dépenses qui peuvent être, on peut imputer sur le revenu foncier et d'autres dépenses qui peuvent être imputées sur le revenu global. Après, c'est à voir vraiment en fonction de la nature. C'est un calcul. Hop. Après, au niveau de la cession. Quand vous dites qu'on ne peut pas revendre dans les 3 ans, c'est après la 10e année ou c'est Non. à partir du moment de la première facture? Non, c'est par rapport à l'année où je fais une imputation sur mon revenu global. Je fais des travaux cette année. J'ai une facture cette année qui dépasse les 10 700 €. D'accord, de travaux. Donc cette facture va être imputable pendant 10 ans. Enfin, plafonnée à chaque fois de 10 700. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Je prends mes revenus, Oui. je regarde les charges qui sont déductibles, la nature des travaux qui sont déductibles, je constate un déficit foncier, et là, à un moment donné, je vais regarder est-ce qu'il est imputable sur les revenus fonciers des années ultérieures ou sur les revenus, sur le revenu global. Et c'est dans la limite annuelle de 10 700 €. Donc c'est one shot. Donc je constate. Si je n'ai pas assez de revenus par ailleurs et que mon revenu... alors, oui, le résultat immobilier. Mais là, comme je parle du revenu global, j'ai mes salaires, rémunération de gérance, les dividendes taxés au barème progressif de l'IR, j'ai tous mes revenus. Je peux imputer ce déficit sur mes autres revenus pour finalement payer moins d'impôts sur le revenu. Si, à la fin, j'ai des revenus globaux, le revenu fiscal de référence, qui est supérieur au montant de ce déficit, plafonné à 10 700 €, je vais quand même payer de l'impôt. Si mes autres revenus sont inférieurs à ce déficit, je ne vais pas payer d'impôt. Et le solde de ce 10 700 €, je pourrais le reporter sur l'année suivante. Oui. Mais à partir de quel moment je peux revendre le bien quand vous avez dit 3 ans? 3 ans à partir du moment à compter de l'imputation de ces 10 700 sur le revenu global. D'accord, donc de la première année où je fais la déclaration. Voilà, c'est ça. Donc là, ici, on regarde par rapport à la cession. Quand je suis dans une société à l'IR ou quand je détiens un bien immobilier à l'IR, c'est le régime des plus-values immobilières des particuliers. Le taux pour l'IR, c'est 19%. Le taux pour les prélèvements sociaux, c'est 17,2%. J'ai des abattements pour durée de détention qui aboutissent à ce que j'ai une exonération d'impôt sur le revenu, donc 19%, au bout de 22 ans de détention, et une exonération des prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Et quand je vends, mon assiette taxable, c'est quoi? C'est le prix de cession moins le prix d'acquisition. Et je peux rajouter à cela soit les dépenses de travaux ici, les dépenses de travaux réalisées. Donc, monsieur, si vous voulez faire dans votre projet, vous faites quand même des factures. Vous déduisez donc les factures. Enfin, vous augmentez le montant des travaux au prix d'acquisition. Nous, quand on est une société du bâtiment, oui. De se facturer à nous-mêmes les travaux. Alors, je pense que ça, c'est pas possible.
Je veux dire, Ah, du coup, c'est séparé. après, Je veux dire, non, c'est- parce que vous, dans votre cas, vous constituez une SCI. Mais en perso. C'est SCI, du coup, en perso, on est deux associés. Oui, On a la société de couverture. oui, Et on ouvre une SCI à part de la société. oui. Et du coup, est-ce qu'on peut Bah, c'est la, facturer oui, avec la société oui, bah, c'est la SCI qui va Facturer. facturer à votre société d'exploitation. Oui, donc c'est possible. Oui, c'est possible, mais si c'était... Oui, quoi, faudrait valider, mais. Non, non, c'est pas ça. J'étais partie, la société a son bien immobilier et elle facture elle-même. Donc ça, c'est pas possible. D'accord. Oui, oui. Si on n'a pas les dépenses de travaux, donc toutes les factures, on a un forfait de 15%. Et on peut rajouter 7,5% relatif aux frais d'acquisition. Attention, on a, et on l'oublie souvent, on a la taxe sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 € qui s'applique en plus. Donc ça veut dire que si votre plus-value est supérieure à 50 000 €, vous avez une taxe supplémentaire. Ça, c'est sympa. Et si vous avez en plus une très grosse, une belle plus-value et que vous avez d'autres revenus à côté, vous êtes également assujetti à la CEHR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Au niveau de la plus-value, elle commence à partir de 1 euro gagné, enfin 1 euro de plus-value. C'est pas à partir de 10 000 €. Non, alors ça dépend. Pour les plus-values, pour la taxation à 19% et à 17,2%, c'est dès le premier euro. Pour la, la taxe sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 €, c'est si la plus-value est supérieure à 50 000 et on a des tranches. Il y a le barème après. Et après, la CEHR, c'est 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple marié. Il y a un calcul aussi qui est fait par rapport à la valeur de l'euro, par rapport à la valeur d'acquisition. Oui, oui, vous avez votre prix de cession. Mais je veux dire, les 10 000 € par exemple, il y a 10 ans, ne sont pas les mêmes 10 000 € d'aujourd'hui. Donc il y a un calcul qui est fait aussi par rapport à la valeur de l'euro. Non. Non, non. Non, non. Non, non. C'est prix d'acquisition. Donc c'est l'acte. Mais la valeur du bien, la valeur d'un bien, il y a. Oui, c'est plus la valeur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, forcément. Merci. Il y a une augmentation, je crois qu'il y a aussi, je pense qu'il y a un calcul là-dessus. Mais je pense pas. Je pense pas. Quand on veut comparer les donations, par exemple, on dit bah tiens, j'ai donné à un enfant 10 000 € il y a 10 ans, si je veux donner la même chose. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est que là alors non. C'est qu'en fait, là, si vous avez plusieurs enfants et que vous donnez 10 000 € à un enfant, c'est une donation simple. Ça, c'est la chose que normalement, il faut absolument déconseiller. Parce qu'à un moment donné, si vous avez d'autres enfants, les autres enfants vont dire bah, attendez, moi, mon frère, il a reçu 10 000 €, moi, j'ai rien reçu. Et on va regarder si c'est un don manuel, si c'est une somme d'argent, qu'est-ce qu'il en a fait. Si il s'est acheté une voiture, ça ne vaut plus rien. Et si, par exemple, il a acheté une maison ou il a créé une société, il peut rapporter par rapport à ses autres frères et sœurs, soit une valeur de 0, donc les autres frères et sœurs se sont fait un peu avoir, ou alors 200 000 €, et c'est lui qui s'est fait avoir. C'est pour ça qu'il faut toujours faire une donation partage. On fixe et on fige les valeurs, même si la donation partage peut être inégalitaire. Donc il n'y a pas de revalorisation par rapport à l'euro, par rapport à ce que ça coûtait avant et ce que ça coûte aujourd'hui. Ça, c'est plus dans le cas d'une donation simple, où en fait, on va rapporter au niveau des frères et sœurs, soit dans le cadre d'un décès, soit dans le cadre d'une nouvelle donation, on va rapporter. Je ne parlais pas de donation, je parlais vraiment, et je crois que j'ai un doute là-dessus. Ça, j'en ai... Ah ben, je n'ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler. Et quand je fais des calculs de plus-value, je regarde combien ça vaut aujourd'hui et combien ça valait. Je rajoute mes 15% ou mes dépenses de travaux, je rajoute mes 7,5% et ça me fait ma plus-value taxable. Vous ne tenez pas compte donc d'une valorisation du bien pendant les années où... Ben non, quelque part on en tient compte au moment de la vente. Oui, au moment de la vente ou au moment de la donation.
Alors ici, je vous ai fait un joli petit tableau avec les abattements pour durée de détention, à l'IR et au taux de 19% et les prélèvements sociaux. Donc ici, on voit qu'au bout de 22 ans, j'ai plus d'impôt sur le revenu, mais j'ai encore un montant taxable au niveau des prélèvements sociaux qui sont relativement importants. À 22 ans, j'ai 72% de taxable aux prélèvements sociaux. Moi, quand j'ai commencé à travailler, les prélèvements sociaux, ils étaient à 10,7. Comme je vous l'ai dit, moi aussi, je prends de l'âge. Mais ça fait mal, quoi. Ensuite, j'ai le montant de la taxe sur les plus-values immobilières. Donc là, ici, pour répondre à votre question, si c'est 50 000 et 1 euro, vous y êtes. Mais bon, ça sera 2%. Donc bon, on essaie de bouger un petit peu. Et ensuite, ici, là, j'ai la CEHR. Donc ça, c'est M. Hollande. Et ça aussi, c'est M. Hollande. En fait, ça chiffre vite. Maintenant, on va passer à l'IS. L'IS, donc l'option à l'IS peut être réalisée à tout moment lors de la constitution ou en cours de vie sociale. Si j'opte pour l'IS, je peux révoquer mon option dans les 5 ans, suivant l'option, en me disant « ça ne me va pas, je repars à l'IR, mais bon, dans ces cas-là, c'est assimilable à une cession d'activité, donc taxation des plus-values latentes, taxation du résultat et perte déficit reportable. Et après, c'est impossible d'opter à nouveau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ASI qui exerce une activité commerciale est soumise de plein droit à l'IS, c'est le cas de la location meublée. Qui est imposable? Déjà la société. En fait, la société à l'IS, c'est vraiment une structure où on encapsule les revenus, où je joue avec. Donc, aujourd'hui, on est quand même dans une situation vraiment avantageuse, c'est que j'ai un taux à l'IS de 15% jusqu'à 42 500. Et au-delà, je suis à 25%, ici. Auparavant, c'était 15% jusqu'à 38 500, et au-delà, c'était 33%. Donc ça a vraiment bien baissé. Ça, c'est M. Macron. Ensuite, si j'ai encore de l'argent dans la structure, j'ai un résultat positif, j'ai de la trésorerie, si je veux distribuer les dividendes, soit c'est la flat tax à 30%. Vous me dites, vous êtes perdu? Flat tax à 30% sur une assiette de 100%. Ou alors, je préfère être au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après imputation d'un abattement de 40%, ce qui existait avant, la flat tax. Et donc, dans ces cas-là, mon IR, j'ai 100 000 euros de distribution de dividendes. Je décide d'opter pour l'impôt sur le revenu. J'ai un abattement de 40%, donc j'ai 600 qui rentrent dans mon revenu fiscal global, qui sera taxé au barème progressif comme les salaires, comme les salaires, les revenus de gérance, les BNC, ce que vous voulez. Ça rentre dedans, mais j'ai bénéficié d'un abattement de 40%. Et ensuite, les prélèvements sociaux, eux, seront dus sur 100%, donc 17,2% sur 100. C'est un calcul à faire en fonction de votre tranche marginale d'imposition. En règle générale, dès lors qu'on a une tranche marginale de 30%, c'est plus intéressant d'opter pour la flat tax. Mais après, ça peut être également dans le cadre d'une stratégie de l'optimisation de ces différents revenus. En fait, en règle générale, on dit que pour la flat tax, il faut se poser la question quand même tous les ans en fonction de la configuration des revenus de l'année en cours. Alors ici... La stratégie, pour revenir à la stratégie, elle se pose aussi en fonction de la durée de détention du bien? Non, parce que là, ici, je parle des revenus. Oui, d'accord.
donc là, j'ai pas là ici, si je parle des revenus, je ne parle pas de durée de détention. Oui, alors je m'explique. Par exemple, si on vient d'acquérir un bien, qu'on vient de faire des travaux, Oui. est-ce que c'est plus avantageux d'être déjà dans ce régime-là, ou si le bien il a déjà été amorti depuis 3, 4 ans, etc., que les travaux ont déjà été faits et qu'il est sur sa vie normale de location, etc., est-ce que c'est plus intéressant? À quel moment, en fait, il est... On fait des simulations. Parce qu'après, moi, ici, il faut que je vois quel est le montant des... Est-ce qu'il y a encore un crédit? Oui. Quel est le montant des mensualités? Quel est le montant des revenus espérés? Parce que si j'étais à l'impôt sur le revenu, je n'ai pas fait d'amortissement comptable, quand je change de régime fiscal, est-ce que en fait, je revalorise mon bien et je paye les plus-values latentes? Ou est-ce que je garde la valeur historique, mais je considère que les 5 ans où je n'ai pas amorti, je les ai perdus quand je rentre à l'IS? Tout le sujet, c'est qu'en fait, il faut faire des simulations. Il y a des tendances qui peuvent se dessiner, mais il faut faire une simulation. Je vais passer un petit peu plus vite, et après, on va regarder l'exemple que j'ai fait. Donc là, j'étais là, ici. Donc là, effectivement, la très grande différence ici, c'est que si je suis à l'IS, les frais d'acte et enregistrement de l'immeuble, les droits d'enregistrement, donc tout ce qui est frais de notaire, les frais d'agence sont déductibles. Et ensuite, ici, on peut regarder les dépenses d'amélioration, travaux de transformation, restructuration, dépenses de remplacement d'un composant et dépenses de construction. C'est un amortissement. Et la grande différence, c'est que je peux amortir le bien immobilier sur 20 ans ou 30 ans en fonction de l'agressivité du comptable. Pour le bien immobilier, mais je vais le répéter après, on ne peut pas amortir 100% du bien parce qu'il y a une partie qui représente la valeur du terrain et une partie les constructions. Il y a une ventilation 15% pour le terrain et 85% pour les constructions. Donc en fait, le terrain ne s'amortit jamais. Donc la valeur brute comptable, au bout de 30 ans, la valeur nette comptable sera égale à la valeur brute. Alors que les constructions, on peut se retrouver avec une valeur brute et une VNC de 0. Enfin, en fonction de... Dépenses d'amélioration, c'est en charge directement? Dépenses d'amélioration, c'est en amortissement. Non, amortissement réservé. Oui, mais donc ce n'est pas une charge déductible, c'est en amortissement. C'est en amortissement, ok. Comment sont traités les déficits? Comme c'est une société qui est fermée à l'IS. Les frais bancaires sont déductibles? Oui. En fait, ça fait partie des charges courantes. Votre société, elle a un compte courant, elle a des charges bancaires. Oui, c'est ça, des charges de fonctionnement. Comment sont traités les déficits? Les déficits, comme une société à l'IS ou une société d'exploitation, si vous avez un déficit à un moment donné, ça va être un report à nouveau négatif qui va venir diminuer le bénéfice taxable, enfin le bénéfice des années ultérieures. Il n'y a aucun déficit imputable sur les revenus personnels des associés. C'est la différence avec l'impôt sur le revenu. Et du coup, d'où l'intérêt, si on a les sociétés de scindées, Oui. de refacturer à sa société de base. Comme ça, au moins, si on ne peut pas le déduire en amortissement, enfin en déficit imputable, au moins on le déduit avec la boîte. Oui. Enfin, dans le cas où oui. La fiscalité de la cession. Donc là, il y a deux choses. Soit c'est la SCI qui vend l'immeuble, soit c'est la SCI, soit ce sont les associés qui vendent les parts. En règle générale, c'est la SCI qui va vendre l'immeuble. Parce que moi, par exemple, vous avez une SCI à l'IR, vous avez amorti
vous le détenez depuis 20 ans. C'est bien amorti. Moi, j'ai aucun intérêt à vous racheter les parts. Parce que ça veut dire qu'il me reste encore 10 ans d'amortissement. Alors que tout l'intérêt de l'IS, c'est de pouvoir, à un moment donné, amortir et pas payer d'impôts. Pas payer d'impôts ou très très peu. Donc la SCI, elle va vendre le bien immobilier. Donc là, ici, comment est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon assiette, ça va être le prix de cession moins la VNC. La VNC, c'est le terrain qui n'a jamais été amorti et la valeur nette comptable des constructions. Donc plus j'ai détenu mon bien longtemps, plus mon assiette taxable et ma plus-value taxable sera importante. Le taux, c'est 15% jusqu'à 42 500, pardon, et 25% au-delà. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué avec l'IS. C'est que je ne peux pas, en gros, avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire que pendant toute la durée de détention, tant que j'ai mon bien immobilier, que je le garde, c'est plus intéressant d'être à l'IS que d'être à l'IR. C'est lorsque je vends, c'est plus intéressant d'être à l'IR, quoique il faut attendre 22 et 30 ans, que d'être à l'IS. Mais ça, c'est chacun qui va décider en fonction de ce qu'il souhaite. Moi, personnellement, quand je fais un investissement immobilier, je ne veux pas que ça me coûte. Je ne veux pas fournir un effort de trésorerie. Parce que j'ai mon salaire, j'ai mon train de vie, je fais ce que je veux avec mon argent. Je ne veux pas que, quand je fais des investissements immobiliers, j'ai mon salaire, mon train de vie qui finalement va venir être un peu empiété parce que j'ai mon revenu foncier à financer. Mais ça, c'est chacun. Moi, mon salaire, c'est mon argent de poche. Je ne veux pas qu'il soit modulé. Enfin, je ne veux pas qu'il soit réduit ou empiété par rapport à ça. Et donc, si ma SCI vend l'immobilier, donc j'ai mon cash dans la société, mais après, il va falloir que je fasse une distribution de dividendes. Donc là, on est reparti, rebelote, 30%. Ou barème progressif. Mais dans ces cas-là, le montant du dividende, risquant d'être élevé, c'est peut-être plus intéressant d'être à la flat tax. Après, il peut y avoir aussi une autre solution, c'est que l'argent qui est dans ma société à l'IS, je vais faire jouer l'effet de levier de l'emprunt. Ça veut dire que j'ai 300 000 de cash, je vais aller voir le banquier pour augmenter ma capacité d'emprunt et donc racheter quelque chose de plus cher. Ça, c'est... Là, vous parlez de vente de l'immeuble, vous ne parlez pas de vente de parts. Alors là, je parle de la vente de l'immeuble. Après, il peut également être possible de vendre les parts, mais comme je vous le dis, il faut trouver quelqu'un qui veuille bien racheter les parts. Donc dans les faits, c'est quand même relativement rare. Cet effet de levier peut s'opérer uniquement à partir du moment où l'amortissement est réalisé? Non, à partir du moment où vous avez du cash dans la structure, parce que là on raisonne structure. Oui. Si j'ai du cash dans la structure ou si mes revenus sont supérieurs à mes mensualités, à mon crédit, ma société est rentable. Et donc dans ces cas-là, déjà, je peux avoir déjà un effet de levier, ne serait-ce que par rapport aux revenus. Je peux aller me positionner sur un autre projet immobilier qui est moins rentable, mais le banquier regardera l'excédent de revenus avec mon truc rentable qui va venir compenser un bien moins rentable. Je suis claire ou pas ? Je vous redonne l'exemple du départ, mon cas personnel. Je voulais acheter donc un Airbnb, j'avais les bilans comptables, 40 000 € de chiffre d'affaires sur le bien à l'année, avec un certain montant de mensualité.
J'achetais à côté un cabinet médical où là, en fait, en fonction du coût du crédit, du montant de l'apport, blablabla, j'avais calculé que j'avais 650 de revenus locatifs par mois, alors que j'avais une charge de crédit de 750-800. Si j'avais présenté que ça, le banquier il aurait refusé. Mais là, ce projet non rentable a été compensé, enfin aurait été compensé par le Airbnb. Donc ça peut être ça aussi l'effet de levier, ou alors l'effet de levier c'est je vends mon actif et j'ai du cash. Je vais Est-ce que vous comprenez ou pas? Oui, mais quand c'est une jeune société, Oui, oui. dont l'emprunt est supérieur au revenu locatif et que ce sont les associés qui font un apport de trésorerie. Oui, alors ça c'est l'autre, vous faites bien de m'en parler. J'en ai parlé après par la suite. Ça c'est l'avantage extraordinaire, je trouve, des comptes courants d'associés. Parce que les comptes courants d'associés, c'est de l'argent que vous avez, que vous placez, que vous apportez à l'entreprise pour pallier un petit peu une difficulté de trésorerie, ou alors au moment de l'emprunt, la banque, maintenant on ne finance plus à 110%. Donc la banque demande quand même un apport conséquent. J'ai tout intérêt, moi, quand j'ai l'argent, de placer cet argent en compte courant d'associé et surtout pas au capital. Parce que si c'est en compte courant d'associé, c'est de l'argent gratuit que je vais pouvoir récupérer au fur et à mesure. Je me réexplique. Si j'ai 100 000 euros d'acquisition, 70 000 euros de crédit, 30 000 euros de compte courant d'associé. La société, l'investissement immobilier est rentable, j'ai un bénéfice et surtout j'ai de la trésorerie. Parce que bénéfice et trésorerie, c'est pas forcément la même chose. J'ai de la trésorerie, je peux prélever de l'argent sur le compte courant gratuitement, puisque c'est une dette que la société a envers moi. Et même toucher les intérêts. Donc ça, c'est... moi, je trouve que le compte courant d'associé, c'est magique. Mais dans ce cas de figure-là, il est intéressant de revendre, ou de faire un nouvel investissement, parce que le banquier va regarder ce compte courant d'associé. Oui, mais en même temps, il vous demande de placer et d'apporter. Donc non, il n'y a pas de... C'est intéressant de refaire un investissement. Ben, ça va... En fait, ça dépend. C'est ça ce qui est compliqué. Ça dépend de votre situation. Je suis navrée, mais je me rends compte, le mot que j'utilise le plus en rendez-vous, c'est ça dépend. Parce qu'en fait, il faut faire les calculs et il faut regarder, vous, en fonction de votre situation, qu'est-ce que vous voulez faire. Encore une fois, il n'y a pas de règle précise. Enfin, il n'y a pas de règle absolue, sinon ce ne serait pas drôle. Donc là, ici, je vous ai fait un exemple comparatif. Donc ici, ça c'est un fichier Excel que j'ai réalisé. Donc là, ici, on regarde les rentrées, on rentre les informations de base, le taux de la TMI à 45, les prélèvements sociaux à 17,2, la CSG déductible, le montant de la plus-value immobilière, la flat tax et le pourcentage de détention. S'il y a une société, on va imaginer que les associés, c'est monsieur, madame, ils ont 100%, on est tranquille. Là, ici, je suis partie d'un prix d'acquisition à 450 000 euros. Donc là, comme je vous dis, je ventile entre le terrain et les constructions. Donc, le terrain, 67 500, valeur brute égale VNC au bout de 20 ans ou 30 ans. 382 500, je vais pouvoir l'amortir tous les ans, sur 20 ans ou 30 ans. Je vous fais grâce des amortissements par composant. J'ai mes frais de notaire, 33 750, plus des dépenses de travaux, 125. Donc j'ai un prix d'acquisition global de 483, je n'ai pas mis les frais bancaires et les frais de garantie.
Détermination des revenus. Donc là, ici, je suis partie sur 35 000 €, avec une revalorisation d'1%, le nombre de locaux, dotation aux amortissements 30 ans, pardon, frais et charges par hypothèse 7%. Et après, le financement. Donc j'ai mon financement. Combien est-ce que j'apporte? Donc ici, vous voyez, apport personnel, apport en capital ou apport en compte courant d'associé. Moi, je préfère faire un apport en compte courant d'associé. Et donc, le montant de mon emprunt, il est de 438 750. Je fais un crédit sur 25 ans. À 3,40, ça me fait des annuités de 26 333. Là, je suis partie sur un exemple n'importe quoi. Hein. Parce que j'aurais pu augmenter mon apport. J'aurais pu dire, bon, bah, le bien, je vais chercher pour qu'il soit un peu plus rentable. Et j'aurais pu très bien dire, bon, bah, 25 ans, je préfère faire 15 ans ou 20 ans. Encore dépendre de chacun. Donc ça, c'est déjà un parti pris dans mon exemple. Parce que si je n'avais pas fait d'apport, le montant de mes mensualités aurait été beaucoup plus importante. Et donc là, fatalement, les recettes ne couvraient pas toutes les dépenses. Donc là, ici, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la détention? Parce que nombre de fois où j'ai entendu des copains qui me disaient « Oui, moi j'ai acheté un bien, je le loue en nu, c'est génial, j'ai mes loyers qui couvrent mon crédit, je suis rentable. » Et je dis « Non, tu n'es pas rentable. » Parce qu'il faut regarder il faut distinguer le revenu fiscal taxable et le revenu, le côté financier. Ici, je vois que j'ai 35 000 € de loyer, j'ai des frais et charges, j'ai des intérêts sur emprunt. Ça me fait un résultat net, ici, imposable, de 17 633. Ensuite, je regarde, moi, par rapport à ma trésorerie nette. Parce que ce que je disais, on peut avoir un revenu et la trésorerie peut être décorrélée du montant du revenu. Donc, j'ai mes loyers encaissés, les charges d'exploitation, les annuités d'emprunt. Et c'est ça ce qu'en règle générale les gens oublient, c'est qu'il faut cumuler les deux. Donc, comment est-ce que je fais? Moi, ici, j'ai une trésorerie donc, de 6 200 €. Et donc, j'ai un résultat taxable de 17 000 € parce que je n'ai pas déduit beaucoup de charges, notamment les amortissements et les frais d'acquisition. Donc, j'ai un résultat taxable de 17 000 €, j'ai une trésorerie nette de 6 200 € et après, j'ai l'impôt sur le revenu. Et je vois qu'ici, moi, j'ai un IR de 10 000 € en plus. Donc, j'ai des revenus de 35, j'ai des annuités de 26 000 et j'ai un crédit et j'ai un IR de 10 000. Donc, ça veut dire que là, ici, j'ai un apport en compte courant d'associé de 4 750 €. Et si je regarde là, ici, tous les ans, comment ça se passe, je vois qu'en année 10, je suis déjà à 41 086 €. Donc l'opération me coûte 41 000 €. Est-ce que je suis allée vite ou pas? Vous comprenez? Vous avez l'air... Ah, c'est la douche froide, hein, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça dépend. Après, ça peut ne pas vous déranger de dépenser 4 000 € par an. Après, si à côté on a des revenus faibles, qu'on met tout dedans, si ça fait rien compenser, mais en général, s'il y a des revenus plus ça, oui, forcément, c'est plus intéressant. Ça dépend de chacun. Moi, je ne suis absolument pas favorable. Alors, c'est quoi le conseil qu'il faudrait donner pour cet exemple-là? Ah bah, on va regarder comment ça se passe à l'IS. Comment ça se passe à l'IS? Bah, j'ai mes loyers de 35 000, j'ai mes frais et charges, et hop, ici en plus j'ai mes dotations aux amortissements.
que je n'avais pas à l'IR. Là, ici, j'ai toujours mes intérêts d'emprunt. Donc, mes charges sont de 30 000 €. Donc, j'ai un résultat taxable de 4 800 contre 17 000. Et ensuite, ça, ce revenu de 4 000 €, il est taxé à l'IS, donc à 15%, et non plus à 45 plus 17,2. Donc j'ai un résultat net comptable de 4 150. Ensuite, par rapport à ma trésorerie, ma trésorerie, c'est le côté financier. Hein. J'ai mes loyers, mes charges d'exploitation, mon IS à 732 €, mes annuités d'emprunt. Et là, je vois que ma trésorerie, mes décaissements, ils sont de 29 000 € contre des produits encaissés de 35. Donc moi, j'ai un gain de trésorerie de 5 000. Et au bout de 10 ans, mon gain de trésorerie est de 64 000 contre un coût de 41. Bon, je vous le dis, j'ai toujours préféré l'IS à l'IR. L'argent est toujours dans la société. Attendez. Non. Ici, j'ai tenu compte. Là, je suis allée un peu vite. Ici, j'ai considéré que je distribuais ma trésorerie. Donc, j'ai tenu compte ici de ma flat tax. Donc, on voit que je gagne de l'argent. Après, il faut être honnête, comment est-ce que ça se passe au niveau de la cession ? Là, ici, je vous ai refait des hypothèses sur 30 ans pour répondre à votre question de tout à l'heure. Donc ici, parce que après j'ai un autre tableau. Hein. Donc là, c'est année par année. Je tiens compte ici de la valeur d'acquisition au jour de la cession, 450. Prix d'acquisition 450. J'ai été sympa. Mon prix de revient, quel est le montant de ma plus-value, et j'ai revalorisé la valeur du bien acheté à 1%. Ça encore, ça c'est le problème de l'exemple Dunkerque, on aurait fait un peu plus que 1%. Plus la revalorisation annuelle est importante, plus le montant de la plus-value latente sera importante, et plus l'effet ciseau entre l'IR et l'IS va se faire sentir. Donc ici, on voit que quand on regarde le reste net dans la poche de l'associé personne physique, ici, donc on regarde au bout de 30 ans, quand je vends mon bien en fonction de mon hypothèse, de mon exemple, j'ai 600 000 € dans la poche. Je n'ai pas tenu compte, là, dans l'exemple, de la CEHR, de la taxe sur les plus-values immobilières, parce que la taxe sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 € bénéficie également de l'abattement pour durée de détention. Donc là, je n'aurai pas cette taxe immobilière supérieure à 50 000 € si je vends au bout de 30 ans, mais si je vends un petit peu avant, ça aurait été un peu changé, mais à 30 ans, il y avait plus ça. Mais là, ici, j'aurai quand même la CEHR. La CEHR, ça va dépendre si je suis mariée, pas mariée, bon. Et les autres revenus, donc j'ai épuré l'exemple. Et quand je passe à l'IS, donc là, ici, on voit que la différence, c'est que j'ai toujours ma valeur du bien qui augmente avec le temps, mais on voit bien que j'ai ma VNC des constructions qui diminue. Au début, je suis à 369, au bout de 10 ans, je suis à 255. Donc forcément, ma plus-value taxable, elle va augmenter mécaniquement au fur et à mesure que le temps passe. Donc je constate mes plus-values. J'ai la détermination de l'impôt, 15% jusqu'à 42 500, 25% au-delà. J'ai mes remboursements de crédit, le résultat distribué, la flat tax, et voilà combien est-ce qu'il peut me rester année après année si la SCI vend
le bien immobilier et que je récupère les dividendes. Et là, ici, on voit qu'au bout de 30 ans, j'ai 278 000 en cas de récupération oui, en cas de distribution de dividendes. Donc la conclusion, elle est ici un peu brutale. Mais après, il faut voir aussi le gain que moi j'ai eu pendant toute la durée de détention, en étant à l'IS par rapport à l'IR. Et après, encore une fois, quelles sont les projections d'augmentation de valeur du bien. Si je suis convaincue que le bien immobilier que j'achète, c'est aujourd'hui un trou perdu, mais demain, il y aura un nouveau centre-ville, il y a Action Cœur de Ville, tout ce que vous voulez, et que ça va prendre énormément de valeur, est-ce que je ne me dis pas, bon, je préfère quand même accepter le coût de la détention à l'IR pour ensuite sortir en plus-value immobilière. Mais si je pense que je vais garder le bien de manière familiale et que je ne vendrai jamais le bien, l'IS sera plus intéressant. En fait, c'est vraiment en fonction de ce... Par rapport à la stratégie de chacun. Par rapport à la stratégie de chacun. Après, on fait les calculs. Ça, c'est... on a le chiffre. Mais après, qu'est-ce que je vais en faire du bien ? J'ai un appartement dans le Vieux-Lille, je sais que je ne le vendrai jamais. C'est mon petit bijou. Il y en a d'autres, je revends. Ça dépend de la stratégie et de la nature du bien immobilier. Et de tous les paramètres qu'on a expliqués. Il peut y avoir encore une autre solution que je n'ai pas abordée, c'est l'usufruit temporaire. Mais l'usufruit temporaire, ça manie avec un peu plus de précaution. On rencontre plus l'usufruit temporaire dans le cadre d'une société d'exploitation qui va acheter son bien immobilier professionnel. C'est plus pour du professionnel. C'est encore un autre sujet parce que l'usufruit temporaire, c'est ma société d'exploitation qui détient l'usufruit d'une SCI qui est à l'IR. Ou à l'IS, j'ai des nus propriétaires personnes physiques. Et en fait, la différence entre un usufruit sur une personne physique, donc sur vous et moi, c'est qu'il est viager. À moins que je donne mon usufruit, je suis usufruitier jusqu'à mon décès et éventuellement réversible au profit du conjoint survivant. Alors que si c'est une société qui est usufruitière, il y a une durée limitée dans le temps. Et là, encore une fois, attention, est-ce que c'est 9 ans, 18 ans? Il faut qu'il y ait une durée spécifique, précise, construite, justifiée. Parce qu'après, il y a aussi un autre problème qui est la valorisation de l'usufruit temporaire. Et l'administration fiscale, vous faites usufruit temporaire, il y a l'administration fiscale qui risque quand même fortement de débarquer. Donc, c'est ce que je vous dis depuis le début. Arbitrage entre deux régimes d'imposition va dépendre de plusieurs facteurs. En fonction de la nature de l'opération, rentable, très rentable, le montant de l'apport, la durée de l'investissement, de la perspective d'augmentation de la valeur du bien. Une augmentation de 1% n'est pas la même chose que 5% par an. En fonction de ma capacité à accepter un effort de trésorerie pendant toute la durée du financement ou pas. Vous repartez avec plus de questions que de réponses. Moi, quand je suis arrivée en banque privée, il y a un banquier privé qui me pose une question et je réponds par 3 questions. Il me dit ça, c'est un ingénieur patrimonial, c'est affreux. On n'a jamais la réponse à sa question parce que ça dépend. C'est bon pour vous ? Est-ce que il est 10h30. Est-ce que vous voulez, enfin pratiquement 10h20, j'ai bien envie de vous présenter rédaction de notes de crédit pour que vous puissiez voir. Oui. Si on a fait du location meublée, oui. donc on a bénéficié des déficits. Oui. Et maintenant, est-ce que, par exemple, je veux passer, étant en location nue, oui. on a fait des déficits aux travaux. Oui. Je veux passer en location meublée. Oui. Je crée une société
Ça va dépendre de la manière dont le bien va être détenu par une société. Là, actuellement, moi, c'est à titre personnel. Donc vous avez un bien immobilier que vous avez loué en nu, En nu, avec des déficits fonciers. reportable sur le revenu global, Non, j'ai fait que sur le. que sur le revenu foncier. Ouais, Est-ce que vous avez encore du déficit? non. Donc il n'y a plus de déficit. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une... Ça va dépendre de comment est-ce que vous voulez détenir le bien. Parce que si vous faites de la location meublée, vous ne pouvez pas le détenir en direct. Donc vous le détenez soit au travers d'une entreprise individuelle. C'est que sur l'activité? Non, si c'est de la location meublée. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, oui. Donc si c'est de la location meublée, soit j'ai le choix. On parlait de meublé ou un truc comme ça. Ah, pas encore. Soit c'est... Une société? Alors, soit vous êtes en entreprise individuelle, Ouais. parce que vous ne pouvez pas faire de location meublée sur un bien que vous détenez en propre. Donc vous êtes obligé de changer de forme sociale en fait. Donc il faut que je revende à la société. Alors soit vous apportez le bien immobilier à une entreprise individuelle, soit le bien immobilier, vous l'apportez à une société qui sera à l'IS ou une SARL de famille où vous optez à l'IR, ou alors vous vendez le bien immobilier à une SARL de famille ou à une SCI à l'IS. Et le passage de mon patrimoine à la SARL, il faut que je paye des taxes ou pas? Oui, parce que c'est une vente. C'est une vente, donc je passe devant le notaire. Ah oui, il faut passer devant notaire. Alors c'est intéressant ça. Pardon? C'est intéressant. Bah, Je dois faire un emprunt d'arrière. oui. Alors si vous l'apportez, il n'y a pas d'emprunt. Si je la vends. Si vous le vendez, vous pouvez faire vous refinancez. Oui. Mais à ce moment-là, il faut que la société que vous allez créer soit détenue, non plus par vous uniquement et madame, si c'est un bien commun, mais également par les enfants. Parce que l'administration fiscale souhaite que cette opération fasse en sorte qu'il y ait une restructuration au niveau de la détention du patrimoine. Par contre, en faisant plus simple, je peux très bien faire passer du nu au meublé et je déduis. Non, il faut que vous passiez. Vous ne pouvez plus le détenir en direct. Non, mais si je reste en plus simple, c'est-à-dire je garde toujours je suis toujours propriétaire de l'immeuble. Oui, Je faisais du nu avant, location nue. oui, Parce que je faisais du borloo, tout ça, maintenant tout ça c'est fini. Je passe en meublé, oui. donc je peux déduire maintenant 40% des loyers. Parce qu'avant c'est 50 en meublé. J'ai un abattement de 40%. Ah, c'est parce que vous êtes en micro. Ouais. Personnellement, Mais je déconseille. même pas en micro, en personnel. S'il y a un abattement de 40%, Avant c'était 50. oui, mais donc là, c'est parce que vous êtes en micro. En micro, ok. Personnellement, c'est encore un calcul à faire, je préfère le réel. Parce que le réel, Donc, certes, ok, certes, vous avez les frais, parce que vous avez un revenu de 100, vous avez un abattement de 40, il vous reste toujours 60 oui. d'assiette. Alors que si je suis au réel, je peux avoir une assiette de 0. Ouais, mais je peux pas. Ouais, mais faut que je repasse devant un notaire. Mais là, de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous voulez changer le... Si vous voulez changer de... Sauf si vous êtes en entreprise individuelle. Mais dans ces cas-là, vous n'avez pas transmis. Après, c'est un choix. Sauf si vous êtes en entreprise individuelle. Oui, il faut créer. Mais c'est des... il n'y a pas de statut, il n'y a rien. Hein. C'est juste de la comptabilité. Non, si vous passez de...
Oui, c'est un apport en nature. En fait, il y a pas de, en entreprise individuelle, il n'y a pas de changement de personne, quelque part. Et j'ai pas de cotisation à payer, tout ça. Ah, cotisation, ça va dépendre. Si vous êtes en loueur en meublé professionnel, non professionnel, si les recettes sont supérieures à 23 000 €, et est-ce que vous avez des cotisations sociales ou pas? Et ça a changé la semaine dernière. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder par cœur. Il est 10h28. Est-ce que moi, je peux encore continuer? Je suis sur ma lancée. Est-ce qu'il y en a qui doivent partir? Donc, c'est bon. Ce que je peux vous proposer, c'est regarder, parce que là, on était à l'IR, à l'IS. On va regarder un peu comment s'organise la structuration d'une note de crédit. Ça vous convient? Donc, préparer son dossier de financement. Je vous le présente parce que c'est quand même dans la continuité. Donc, juste pour information, donc, moi j'ai été, ça fait 18 ans que je suis ingénieur patrimonial. J'ai travaillé pour des notaires, en banque privée et maintenant cabinet d'expertise comptable. Et quand j'étais en banque privée, j'ai été 18 mois ingénieur crédit. Donc, j'ai appris à monter des dossiers de crédit, présenter à la direction des engagements, aux délégataires concernés, blablabla. Donc, je sais quelles sont toutes les questions épouvantables que le banquier va vous poser. Parce que le banquier, à la limite, il aimerait bien que vous apportiez 90% et puis en donnant votre chemise et en plaçant tout ce que vous avez chez eux. Quel est l'intérêt d'un dossier de financement? Déjà, c'est de bien structurer aussi le montage financier. Ça permet au banquier d'avoir tous les éléments. Parce que le banquier, en fait, la grosse difficulté, moi je m'en suis rendu compte, parce que moi quand je travaillais à la Caisse d'épargne banque privée, c'était génial, parce qu'en fait je connaissais les banquiers à l'intérieur. Et on me disait, tiens, pour ton projet, tu vas aller voir tel banquier, tel banquier. Et quand je suis partie de la Caisse d'épargne, j'ai re-sollicité mon conseiller qui avait changé entre-temps. On a un rendez-vous de 1h30 où je lui présente mon dossier, et à la fin du rendez-vous, il me dit, mais c'est quoi une entreprise individuelle ? Et en fait, ou une SCI, et en fait, il faut tomber sur le banquier qui va comprendre ce qu'on lui raconte. Et s'il a peur, s'il ne comprend pas, en fonction soit du part, du pro, tout ce qui est politique à l'intérieur de la banque, en fait, même si votre dossier est bon, il peut ne pas passer. Après, ça va. Non, mais ça va dépendre. Si par exemple, plus vous avez d'argent, plus vous êtes riche, plus vous montez en gamme, plus vous avez un conseiller qui est formé et qui comprend. Moi, j'étais en haut de la pyramide. Mais si on est en bas de la pyramide, ou un petit peu au-dessus, ça peut être relativement compliqué. Et après, le banquier, il faut qu'il aille présenter son dossier. Donc, lui faire la note de crédit, c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez très bien le faire vous aussi. Il n'y a pas de difficulté. Il faut quand même faire attention aujourd'hui avec tout ce qui est le CHSCT, qui préconise un taux d'endettement maximum. Avant, on avait le droit à, de mémoire, c'est ça, 35%. Avant, on pouvait aller au-delà des 35% de taux d'endettement. Avant, le calcul du taux d'endettement était beaucoup plus favorable que maintenant. Et avant, on prenait en compte le reste à vivre. Donc, moi qui ai travaillé en banque privée avec des gens qui avaient des très gros revenus, ils avaient un taux d'endettement 50-60%, mais il y avait un reste à vivre de 10 000 ou 15 000 euros par mois, par personne. Il y avait de la contrepartie financière, donc il y avait de la possibilité. Et en fait, comme toujours, quand il y a une loi qui vient, qui arrive, l'objectif numéro 1, c'est comment est-ce que je peux contourner la loi. Parce que si, par exemple, j'achète un bien immobilier
en direct ou au travers d'une SCI à l'IR. Je vais prendre en compte tous mes revenus, toutes mes charges, les revenus de l'investissement immobilier, plus les charges du nouveau investissement. Si j'ai différents biens immobiliers qui ne sont pas très rentables, j'ai un taux d'endettement qui va être élevé, même si j'ai un reste à vivre fort. Si je structure le financement au travers d'une société à l'IS et que l'opération est rentable en elle-même, ils ne vont pas aller regarder mon taux d'endettement global. C'est bon pour vous ou pas? Vous avez besoin d'un exemple? On est dans le cas de l'IR. Alors l'IR ou là ici l'IS. Parce que si on fait une acquisition via une société SCI ou autre, etc., l'effort en termes de 35%, il va être quand même vérifié. Oui, à un moment donné, mais au titre de la caution. Donc il y a vraiment regarder le budget, la capacité de remboursement, le reste à vivre. Et après, c'est pas mal de stratégies. Je reviens sur mon exemple personnel avec le Airbnb que je voulais acheter, plus le local médical. Le banquier, à un moment donné, il me dit, bon ben, SCI à l'IS, OK pour le Airbnb, mais pour le local professionnel, il faut qu'on passe c'est du pro, donc il faut qu'on passe en SARL à l'IS. Donc ça veut dire que moi, j'avais plus 25 ans de durée de crédit, mais j'en avais 15, parce que c'est considéré comme du pro. Donc je lui ai dit, non, on va le transformer en habitation. Et vous mettez tout, vous englobez tout dans la structure. Vous pouvez acheter donc, le local que vous dites et le transformer en... Il faut faire une demande de changement d'usage préalable à la mairie. Oui, mais donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout les professionnels médicaux qui sont à l'intérieur? Ah bah là, en l'occurrence, c'était un truc pour vous, ça. Il y avait 35 000 € de travaux. C'était... il fallait tout refaire. C'était un vieux médecin. Il y avait eu une fuite. Les fenêtres ne s'ouvraient plus. Mais la destination du local, ça restait un local médical ou ça devenait une habitation? Ça devenait une habitation. D'accord. Mais on a dû même mentir au banquier en disant on va le transformer en local d'habitation, alors qu'en fait on voulait faire un achat-revente. Parce qu'il faut un peu magouiller, sinon on aurait été chez les pros, un autre conseiller, un autre taux, une autre durée, pas de préfinancement. Donc c'était un peu plus compliqué. Ensuite, il faut regarder, alors où est-ce que j'en étais? Là, qu'est-ce que c'est? Le prêt, donc le taux, la durée, donc ça aussi entre 20 et 25 ans, si c'est du en particulier. Voilà. Un truc qui est vachement bien, c'est que si vous achetez un bien ou vous faites des travaux, vous pouvez demander un préfinancement. En fonction de l'établissement bancaire, le nom va différer. Préfinancement ou différé partiel. Avant, on pouvait avoir un différé total de jusqu'à 24 mois. Ça, c'était la Caisse d'épargne banque privée. Maintenant, ils ne font plus de différé total. Ça veut dire que pendant 2 ans, je ne paye rien. Et après, je tombe en amortissement. Donc, ça veut dire que je gagne quand même 2 ans. Je fais les travaux. Les travaux, en règle générale, durent moins de 2 ans. Et donc, à un moment donné, j'encaisse des loyers et j'ai un gain de trésorerie. Je me fais de l'argent, en fait. Donc, si les travaux représentent plus de 10% ou au moins 10% de la valeur d'acquisition du bien, je peux demander à avoir un préfinancement. Préfinancement, ça veut dire que je ne vais payer que les intérêts et pas que les intérêts, et non pas, je ne vais pas tomber en amortissement. Donc ça, c'est un gain de trésorerie pendant un certain temps. Donc ça, il faut en parler ouvertement avec le banquier. Parce que moi, l'année dernière, pour un projet à Dunkerque, j'avais un nouveau conseiller parce que lui, il comprenait bien. Donc je changeais d'établissement.
Et j'ai vraiment insisté pour avoir le préfinancement de 24 mois. Et il m'a dit, mais pourquoi 24 mois? Ça va être la durée des travaux. Et là, ils ont considéré que les travaux allaient effectivement durer 24 mois, alors que j'aurais dû dire honnêtement, non, je veux me faire de la trésorerie. Donc moi, mon dossier, même à l'IS, il était quelque part déficitaire et j'avais un taux d'endettement un peu au-dessus de la moyenne, il était à 35,9 ou 40, enfin bon, bref, avec toutes les magouilles possibles. Donc le dossier n'a pas suivi. Donc je conseille, surtout quand on ne connaît pas le banquier, quand on travaille à l'intérieur, on discute avec le banquier pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour que le dossier passe. Parce qu'il faut que le dossier passe finalement. Donc ça, c'est vraiment... là, sur ce deuxième coup, je lui ai dit, ça va durer moins de 2 ans, mais je veux me faire de la trésorerie. Et quelque part, ils acceptent. Donc ici, il faut déterminer à la fois l'opération et déterminer la situation financière des associés. Alors, la demande de prêt, donc il y a l'apport personnel, les critères de décision de la banque. Donc la banque va se fonder sur différents éléments, tels que le taux d'endettement ou le montant de l'apport personnel. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec la SCI à l'IR et à l'IS. Et elle va également compter sur des éléments d'ordre commercial. Domiciliation des salaires, assurance emprunteur, habitation, auto, c'est ce que je disais également tout à l'heure. Et les actions à mener par le banquier, donc étude de la solvabilité de l'emprunteur, revenus et charges, patrimoine brut passif, patrimoine financier, maturité des dettes également, évaluation du bien immobilier, solvabilité de l'opération en elle-même. Donc ça permet de gagner quand même du temps, parce qu'en fait, il ne faut vraiment pas se limiter à 1 ou 2 établissements. Je vous dis mes erreurs que j'ai commises. Là, pour le dernier truc avec le Airbnb, on était sûr, donc je n'ai sollicité que le CIC. Et quand, à la dernière minute, 3 jours avant la vente, on me dit il y a un arrêté de mise en péril sur un des 2 biens, le local médical, on a dû tout arrêter, on avait besoin de 2 refus de crédit. Donc quand même, toujours au moins 2. Et là, ici, vous allez voir que dans la note de crédit, je n'ai pas pondéré les revenus. Parce qu'en fonction de la politique de risque de crédit de l'établissement bancaire, ça va changer. Il y en a qui, ici, plafonnent les revenus locatifs ou salariaux à 70 ou 90%. Donc ça, et en plus, la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas, une fois qu'on n'est plus dedans, on ne connaît pas quelle est la politique de risque de crédit de l'établissement. Donc il faut, mais là, c'est vraiment, on mâche le travail, comme ça, il a tout compris. Et surtout, ceinture et bretelles, il ne prend pas de risque. Donc là, ici, c'est un exemple. Donc le demandeur, je donne un exemple, Mara Fossier, à l'attention de le nom du banquier plus le logo. Ici, profil de l'acquéreur, situation personnelle, nom, prénom, date de naissance, situation matrimoniale, le nombre d'enfants à charge, profil investisseur. La situation professionnelle, salarié en CDI, l'employeur Valoxy, fonction ingénieur patrimonial, revenu net imposable en N-1, capacité d'épargne par mois. On fait un beau petit truc au début. On regarde ici un peu le patrimoine financier. Donc ici, livret A, LDD, compte courant, compte LMNP, SCI, compte courant d'associé SCI, crowdfunding immobilier. J'ai un montant de patrimoine financier de 176 000 €. Donc ça, ici, après, on marque des précisions complémentaires sur l'épargne et les investissements financiers. Et là, on regarde, est-ce que c'est disponible ou pas? Parce que le banquier, lui, il va se poser la question, qu'est-ce que je peux récupérer? Le banquier gagne de l'argent de 2 manières. Il prête et il place. Ensuite, le patrimoine immobilier. Donc, on indique la résidence principale, l'entreprise individuelle, le bien numéro 1, le bien numéro 2, la SC à l'IS, pourcentage de détention, l'estimation. Donc, ici, avec les commentaires, adresse, prix d'acquisition, surface, estimation, les loyers, les mensualités et le capital restant dû.
pour voir ici un petit peu, parce que c'est combien ça vaut, combien j'ai de capital restant dû, combien ça me rapporte et combien ça me coûte. Donc il y a deux analyses de flux à étudier. Le bilan reste à vivre, parce que c'est quand même important de regarder et de vérifier quels sont les revenus, quel est le reste à vivre, parce qu'une banque, c'est affreux, mais elle ne va pas prêter un pauvre, quoi. Donc il faut démontrer qu'on a... Non mais c'est horrible. Donc là ici on fait le détail des revenus salariaux, les revenus locatifs, donc ici non proratisés, comme ça le banquier il peut proratiser à sa guise, le prêt de la résidence principale, les autres prêts, le reste à vivre mensuel, 4 900 pour 2 personnes, donc 2 460 € chacun. Parce que c'est ce que j'indiquais avant, en fait, en fonction de l'établissement bancaire, vous avez 1 000 € de revenus locatifs par mois. Il va considérer que bon, bah, ce n'est pas acquis quand même 12 mois par an, donc je proratise le revenu à 70% ou à 90%. Donc dans mes revenus, je vais retenir soit 700 € ou 900 €. Et vous voyez qu'il y a une grosse différence quand même par rapport au calcul du taux d'endettement. Donc la présentation du projet immobilier. Bon, j'ai été sympa, je vous ai donné ma note de crédit que j'avais fait pour moi, pour mon banquier. Donc c'était un appartement une maison de 127 mètres carrés située à Malo-les-Bains, qui comprenait une cave saine, un appartement de type T4, un appartement de type T3 avec une terrasse, un appartement de type T3 et 18 mètres carrés au deuxième étage. Je présente quel est le bien immobilier. Je fais la présentation du bien immobilier en disant où est-ce qu'il est situé. Donc là, ici, on prend Google Maps, j'avais situé où est-ce qu'il était, donc 4 rue Vismorne. Quel est le prix moyen d'un appartement, fourchette basse, fourchette haute, prix moyen mètre carré. Pour la maison, pareil, avec un indice de confiance. J'indique ici que c'est une maison 1930. J'explique un petit peu pour que le banquier, en fait, ça lui donne envie. Ça avait donné quand même envie aux différents banquiers, mais bon. Ça, c'est sur Google Maps. Ah, ça, c'est sur meilleursagents.com, de mémoire. DVF. Alors, à DVF, la difficulté, c'est qu'il va nous indiquer à combien ont été vendus les biens, les maisons, mais je ne sais pas quel était l'état. Je ne sais pas quel est l'état. Et moi, j'ai regardé, par rapport aux maisons que j'avais vendues. Ce n'est pas le même prix, je ne comprends pas. Il y a des choses qui manquent. Je n'ai pas, là, ici, avec le prix minimum et maximum, on voit un petit peu où est-ce qu'on peut se situer. Moi, c'était une maison très, très bien entretenue. La femme était ultra maniaque. On pouvait faire ça comme ça dans la cave, mais c'était tout de très mauvais goût. Et si je faisais de la colocation et du Airbnb, je devais réaménager. Donc là, ici, je présente la ville et Dunkerque, le nombre d'habitants, les atouts de la ville, parce que le banquier, là, il y a 3 règles en immobilier, l'emplacement. Donc il faut rassurer le banquier en lui disant le bien est bien situé. La situation géographique, l'emploi, parce qu'en fait, il faut regarder quels sont les projets à venir. C'est une ville étudiante, le tourisme, station balnéaire, parce qu'en fait, il faut regarder, quand on fait une recherche par rapport à une recherche de biens immobiliers, il faut regarder où est-ce que se situe la ville. Est-ce que j'ai des écoles? Est-ce que j'ai un bassin industriel?
Est-ce que j'ai de l'emploi? Est-ce que j'ai beaucoup d'étudiants ou pas? Est-ce que j'ai du tourisme? Parce qu'en fonction de l'implantation et du lieu, enfin de la ville, je vais pouvoir moduler le profil de mes locataires. Voilà, je vous fais grâce. Des chiffres clés avec la pyramide des âges, les naissances, décès, pyramide des âges, les familles à Dunkerque. Donc il y a quand même pas mal de couples sans enfants. On voit un petit peu, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder quelle est la démographie. Est-ce que c'est une ville où la démographie, enfin la population va augmenter, ou si on est sur du déclin? Quel est le taux de chômage? Les équipements sportifs, les infrastructures et équipements culturels, parce que qui dit équipement culturel dit tourisme. Là, je ne sais pas où est-ce qu'est situé le carnaval qui va bientôt commencer. Les salaires par CSP. Donc là, ici, on voit qu'il y a une majorité de cadres quand même qui gagnent 4 050 € par mois. Il y a des employés et des ouvriers. Combien est-ce qu'il y a d'entreprises? Est-ce que, et là, ici, on voit donc sur les 15 dernières années, est-ce que ça a tendance à augmenter ou à diminuer? Tout ça, ce sont des éléments qui rassurent le banquier, ceinture et bretelles. Les propriétaires locataires, le nombre de maisons, le prix au mètre carré, Dunkerque Nord, donc on voit que... Alors là, c'est sur l'internaute.com. Après, il y a d'autres éléments où moi j'avais pris des abonnements sur des sites payants, je vais vous montrer après, où on va regarder, ça ce qui est hyper important, c'est la tension locative. Et en fait, il est intéressant de privilégier une ville où j'ai une tension locative de 6 à 8 sur 8. Parce que si j'achète un appartement à Tourcoing, pas très bien situé, mais il est bien situé, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai eu... Oui, mais après, en fonction aussi de la population, la qualité du locataire n'est pas non plus forcément la même. Moi, j'ai eu 2 ans de loyer impayé. Donc, maintenant, je fais attention et c'est à Tourcoing. Donc maintenant, ouais, je fais gaffe. Le budget des locatifs, est-ce qu'il est tendu, très tendu, équilibré? Donc là, ici, on voit que c'est une tension locative au maximum, très forte demande, que ce soit pour de la location longue durée, colocation pour les étudiants ou pendant la période estivale. Parce qu'après, une fois qu'on a trouvé le bien, on va bâtir aussi une stratégie en regardant quels sont les revenus attendus. Hein, monsieur, colocation pendant 10 mois pour les étudiants et pendant 2 mois, l'été, je peux faire du Airbnb. Donc là, dans ces cas-là, j'augmente mon rendement. La photo du bien, donc le projet en lui-même. Donc là, ici, je montre la façade. On voit que c'est quand même en très bon état. Et ensuite, j'indique le type de rénovation envisagée en disant, bon, bah, moi, je sollicite un crédit pour acheter et un crédit pour faire des travaux. Voilà ce que j'envisage comme type de... Donc les atouts, donc ici je présente les avantages du bien lui-même, de la situation. Le plan de financement, donc avec le besoin et les ressources. Donc ici, bon, bah, voilà, on était sur un budget de 320 000 €, un emprunt bancaire et un apport de 50 000 €. Parce qu'en fonction aussi de la banque, ils ne financent pas la cuisine et les équipements. Les équipements de cuisine, non. Mais ça, ils le disent après, au moment du déblocage des fonds. Je crois que c'était les frais de notaire en général qui... Alors, les frais de notaire et tout ce qui est équipement. Quand j'étais ingénieur crédit, j'ai eu le coup le jour du déblocage. Donc, c'était assez... Bon, après, on demande à quelqu'un de faire un devis qui gonfle... Et le banquier, il a déjà vu la première version. La deuxième version, ça lui va quand même. Du moment qu'on a eu l'accord de prêt, après c'est pour le déblocage des fonds, c'est encore une deuxième bataille.
Donc là, ici, il y a l'analyse du marché, parce qu'il faut faire comprendre au banquier qu'il ne va pas perdre d'argent. Donc ici, l'achat avant travaux 1800, après travaux 2164. Je regarde, je remets le dossier pour que le banquier voit bien où est-ce que je suis. Et ici, on voit bien que le marché, c'est 2004, en prix moyen, parce que si je mets le maximum, il va dire vous avez mis le maximum. Vous appliquez au mètre carré, vous avez inclus les frais de notaire ou c'est sans frais de notaire? Sans frais de notaire. Et ici, je vois que la plus-value latente, on ne voit pas bien, vous le voyez bien là ou pas? Plus-value latente instantanée, 32 000. Bon, après, ça suppose de tomber sur le bien qui est rentable. Enfin, le bien qui est rentable. Un bien sous-évalué, avec travaux, et les travaux ne coûtent pas trop cher, parce que si on fait appel qu'à une entreprise, ça va très vite. Donc là, ici, présentation du projet immobilier. Là, en plus, j'avais de la chance, il y en avait plein. Il y avait un rez-de-chaussée avec 2 chambres, un premier étage, co-living, deuxième étage, co-living, les loyers hors charge et charges comprises. Donc là, ici, je dis bien que je suis dans une fourchette de prix qui correspondent à la réalité. Il pourrait presque être augmenté si j'ai des bonnes prestations, ce que vous voulez. Donc voilà, présentation un petit peu. Le crédit souhaité. Donc là, ici, on arrive au moment où ça pique. La durée, le taux, les mensualités, le report, 2 ans de report total pour les travaux. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que report total, ce n'est plus possible. Et après, on regarde le projet en chiffres. Et là, ici, je détermine mon cash flow net, 2 300 € par mois. Là, je l'ai remodifié. Je l'ai remodifié pour la présentation d'aujourd'hui, parce que c'est le taux que j'avais plus ou moins là. Si vous observez que le taux moyen est de 3,4 par exemple, vous pouvez très bien présenter un taux à 3. Oui, on est d'accord. Mais après, ça dépend de l'échange que vous avez avec le banquier. Parce que le banquier, si vous mettez, on est aujourd'hui, on va dire, à 3,4 ou 3,8, vous présentez 3, le banquier, il ne vous connaît pas, parce que vous allez envoyer dispatcher ça, 10 établissements bancaires. Le banquier va dire, non, je ne peux pas, on est à 3,80, il ne va pas vouloir, donc moi, ça ne sert à rien que je monte le dossier. Sauf si, il faut beaucoup échanger avec le banquier. Il n'existe pas une source aujourd'hui qui émette un indice général moyen. Alors, en fait, oui, alors, tous les mois, il y a le taux en interne qui change, en interne dans les banques. Mais en fait, si vous voulez, ça va dépendre de plusieurs choses. Toujours la même chose. Est-ce que vous êtes jeune actif, peu de revenus, peu de contrepartie? Est-ce que vous êtes CSP+? C'est pour ça que j'indique les... Oui, mais c'est la grille, on ne la connaît pas. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le banquier. Elle n'est pas partagée. Ah ben non, ça dépend des banques. Parce qu'en fait... Non, je pense non, parce qu'après, si vous avez meilleur taux, meilleuragent.com, il va vous dire voilà. Après, c'est pour ça aussi qu'il y a des courtiers. C'est parce que c'est eux qui font le boulot d'aller chercher. Mais en fait, en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous situez, est-ce que c'est des revenus, combien est-ce que vous percez de revenus, combien est-ce que vous avez d'épargne, vous montez en gamme. Est-ce que moi j'ai un intérêt à finalement récupérer le client ou pas? Et là, quand j'étais au mois de janvier à peu près, avec le CIC, l'année dernière pour ce dossier-là, j'avais domicilié tout. Il m'avait dit je veux tout. Donc j'ai tout domicilié. Et comme il me connaissait, moi il me faisait un taux de 3,40 je crois. Et on avait sollicité le Crédit Agricole qui était à 3,80.
J'avais 24 mois de préfinancement encore là maintenant au CIC, alors que c'est 12 mois maximum au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole demandait un apport beaucoup plus faible que le CIC. Enfin, donc ça dépend vraiment de la politique de risque de crédit. Et comme là, j'avais créé une SCI spécialement pour l'opération, ils ont dû passer en direction des engagements. Alors que le dossier était très rentable. Si je n'avais pas fait une SCI, c'était le banquier lui-même qui pouvait... c'est ça qui est très compliqué. Et je le vis depuis que je ne suis plus en banque. Je comprends pourquoi c'est compliqué d'avoir un crédit. Parce que ça va dépendre de chaque organisme bancaire. Et puis ça va dépendre du moment de l'année à laquelle vous demandez votre crédit. Si c'est à la fin de l'année et que les banquiers ils ont déjà fait tous leurs chiffres, on appelle ça en banque faire du frigo. Donc ça veut dire que je dis, bah non, j'ai fait tous mes chiffres, ça ne sert à rien, il faut que j'aille chercher mes autres objectifs. Donc l'idéal, c'est de le faire en début d'année. Le faire en début d'année ou alors trouver un banquier qui a faim parce qu'il n'a pas fait ses objectifs. Pardon ? Pardon, je n'entendais pas. Elle est dans un établissement à Valenciennes, tout ça. On peut avoir des taux beaucoup préférentiels parce que l'agence a fait ses. Bah oui. Si tu fais. Ça, moi je connais quelqu'un qui est allé dans la Creuse, ils habitent en Normandie, donc pour avoir leur dossier de financement qui passe, il faut aller voir un banquier dans la Creuse, au village de leur... Alors ça c'est rare parce que normalement les banques sont quand même assez régionalisées et ils n'aiment pas financer un bien qu'ils ne voient pas. Oui, mais là c'était Ça a été voilà, le banquier connaissait les parents, etc., les enfants en massage en Normandie et... Tapis rouge. Ah oui, il faut se débrouiller. Ah mais franchement c'est galère quand même. C'est le parcours du combattant. C'est... Alors là j'ai fait une SCI à l'IS avec mon compagnon. Et après, l'autre difficulté, c'est qu'il est en instance de divorce. Donc là, ça a été... Alors, on ne peut pas... Pourtant, j'avais tout expliqué. Hein. J'avais tout bien expliqué. Et ça a été d'autant plus compliqué. Ils m'ont dit non, on ne peut pas faire une garantie SACEF parce que la garantie SACEF, ça coûte moins cher. Il faut faire une garantie hypothécaire. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Tout est prétexte, j'ai l'impression, pour ne pas prêter. Donc ça, c'est compliqué. Par exemple, pour monter un dossier, vous travaillez avec quelle banque alors ? Ah bah, moi, je suis pas encore courtier. Peut-être que... Je ne sais pas si je vais voir la CIC. En fait, l'idée et l'objectif, c'est que ça peut être une prestation qui peut être proposée. Donc, vous avez votre dossier de crédit. Et ensuite, vous avez cette présentation où, en fait, j'anticipe toutes les questions. Après, soit c'est moi qui fais le SAV ou pas, mais moi, je n'ai pas de contact en banque. Moi, je sais qu'au CIC, mon conseiller comprend. Donc ça, c'est déjà la première chose. À la caisse d'épargne, je ne connais plus assez. Je ne sais pas qui comprend. Et après, ça peut être aussi le rôle d'un courtier. Après, il n'y a pas non plus 50 000 banques. Et après, nous, on avait vu le Crédit Agricole. Donc moi, avec le CIC, j'étais avec un conseiller PART. Si je restais avec la SCI à l'IS. Oui. Si j'étais local professionnel, je passais en SARL. Donc avec un autre conseiller pro. Et si j'étais au Crédit Agricole, comme mon compagnon est chef d'entreprise, même si c'est du PART, c'est son conseiller pro qui aurait dû monter le dossier. Donc en fait, c'est nébuleux quand même. Il y a des banques en fonction de votre patrimoine.
Oui. Bah oui, j'ai travaillé en banque privée, je sais. Voilà. On passe en banque privée. Mm. Dans la banque privée, vous avez encore des étages. Il n'y a pas plus haut que la banque privée, Euh, sauf pour les muliers. non, mais je veux dire, par exemple, vous allez voir la Société Générale. Mm. Dans la banque privée, vous avez des conseillers qui sont plus ou moins experts. Mais c'est parce que je pense qu'à la Société Générale, c'est à partir du moment où vous êtes chef d'entreprise, il y a une banque privée. Il peut y avoir aussi ça. Vous avez la banque privée et banque pro. C'est ça, Mais dans la banque privée, vous avez encore des strates. peut-être. Mais Pour revenir à ce que disait monsieur, c'est que si vous tombez sur un banquier qui est dans une petite agence, il va rien comprendre. non. Et s'il ne comprend pas, il va pas réussir à présenter le dossier. Oui, mais j'ai eu le cas, moi, l'année dernière. J'avais fait 7 présentations. Je suis allée le voir. Et en fait, il a tellement eu peur. Et il ne me l'a même pas osé me le dire. Il n'a pas présenté, c'était à la BNP. Conseiller. Banque Populaire. Non, Banque Populaire, excusez-moi, Banque Populaire. Moi aussi, j'étais. Donc, ça, faisait partie de mon métier, c'est ce que je préférais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez compris, mais j'ai quand même une pierre dans le ventre. Et après, il y a aussi tout ce qui est déblocage, et là, c'est l'horreur. Donc, ça, je vous le dis tout de suite, je ne le ferai jamais. C'est une horreur. Parce que ce qui est passé avec la direction des engagements, c'est d'autres documents, et qu'on redemande les pièces, et que même encore à la dernière minute, il faut le relevé de compte, il faut la cuisine, le four, l'électroménager, ça ne marche pas, il faut qu'on bouge à la dernière minute. Ça, je ne le referai plus jamais. Donc, voilà. Donc là, après, ici, on regarde, bilan, reste à vivre, avant projet, après projet. Et là, normalement, si on se débrouille bien, le reste à vivre, il est supérieur. Mon équipe, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc là, le notaire, l'adresse, l'agence immobilière avec le logo, l'entreprise de construction, ici. Comme ça, même si le banquier ne va pas se servir de l'agence immobilière ou de l'entreprise de construction, il a au moins le notaire, et puis ça fait carré, ça fait pro, ça fait sérieux. Et c'est bien de rajouter des demi-travaux alors? Ah bah de toute façon, alors, soit vous faites à la louche. Moi, on m'avait dit, c'est 1 000 € à peu près pour une réfection, amélioration au mètre carré. Donc je me dis, le local médical faisait 35 mètres carrés. J'ai dit, bon allez, 35 000, on présente le dossier, enfin on parle du dossier au banquier. Et mon compagnon a fait tous les devis, les plans en 2D, tout au millimètre, et on tombait à 35. Mais on a dû donner le vrai devis. En fait, si vous voulez, si à un moment donné, ça met du temps entre le moment où vous avez le devis et le moment où vous évoquez le dossier, vous parlez du dossier avec le banquier, il y a des fourchettes, 1 000 €, 1 500, 2 000, en fonction de l'amélioration que vous allez apporter au bien. Vous dites, bon, j'ai un budget travaux de 35 40 000 €, et après, qui peut le plus, donc ça peut passer ici en direction des engagements, vous avez l'accord, et si c'est un peu moins, on va diminuer le montant du... Ça peut encore se modifier, tant qu'on n'a pas eu le déblocage des fonds. De toute façon, pour le déblocage des fonds, pour la direction des engagements, il nous faut vraiment les devis. Et après, pour le déblocage des fonds, c'est sur facture. Donc, vous pouvez très bien changer de prestataire entre le moment où vous avez présenté le dossier et le moment où vous débloquez les fonds. Le problème aussi, c'est que souvent, il faut des délais vite. Oui. Donc, les devis, on ne les a pas au moment de faire l'offre. L'offre... On peut faire une offre d'achat. Après, vous savez à peu près combien... non? Après... Bien sûr. Non, mais il faut estimer les travaux, etc. Mais en fait, voilà, la question, c'est
cas, vous êtes quelle situation par rapport aux vendeurs? Vous êtes sous compromis? Ah bah, sous compromis. Hein. Moi, quand je vois un bien immobilier comme ça, je me précipite. Je dis tout de suite, je prends. Ah, je prends et après... mais je ne l'ai jamais fait. Parce qu'on sait déjà, si par exemple, là je cherchais sur Dunkerque, j'en ai vu plein des biens immobiliers, je regarde tout le temps, j'ai une notion quand même, je sais combien ça coûte, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est bien placé, on connaît le marché à un moment donné, et là on sait si c'est intéressant ou pas. Donc là, hop, je dis ok banco, je signe le compromis. Et après, là c'est la course, effectivement, pour appeler les différentes personnes qui font les travaux. On va s'arrêter là, ça vous convient? Vous en voulez encore plus?